en pointillés rouge, et puis vous avez des tracés rouges continus, et vous avez un tracé noir continu. Vous voyez? Très bien. Donc, on va diviser, théoriquement, le cycle menstruel se divise en deux parties. De J1 à J14, on appelle ça la phase folliculaire, et de J14. N'est pas bien? Voilà, j'enlève la bavette. Comme ça, vous m'écoutez bien, comme ça, vous m'entendez? Ouais. Alors, il y a deux phases. La phase folliculaire, qui va de J1 à J14, et la phase lutéale, la deuxième phase, qui va de 14 à 28, dans un cycle normal de 28 jours. Alors, mais on peut la diviser aussi en 4 parties, de J1 à J7, J7 à J14, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié le téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe de J1 à J7? Écoute, attendez, hein, ne coupez pas. Allô? أني شو en plein كورة مشو ما تسحقني. Alors, donc, la première phase folliculaire de J1 à J7, il y a la concentration de FSH qui va s'élever, l'hormone folliculostimulante. Cette hormone de croissance va entraîner la croissance du follicule, une faible sécrétion d'œstrogène qui est l'estradiol, et la prolifération des cellules de la granulosa. Tout ça, le J1 à J7, c'est sous l'effet de la FSH, l'hormone folliculostimulante. Ensuite, en même temps, il y a la croissance progressivement de la LH, l'hormone lutéinisante, qui est très faible. Durant cette période de J1 à J7, il n'y a presque pas du tout de progestérone. Il n'y a pas. Alors, ensuite, de J7 à J14, comme vous voyez ici, en bleu la LH, en rouge la FSH. Donc, il y a un pic de LH qui survient, et le pic, c'est l'hormone de lutéinisation qui va provoquer la rupture folliculaire, et le follicule qui a grandi sous l'effet de la FSH va s'appeler dorénavant corps jaune. Des choix. Alors, de J8 à J14, comme vous voyez ici, il y a la croissance de la FSH toujours, élévation de la croissance, et là aussi, la progestérone, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, je reviens à la diapo qui est passée, il y a un pic de LH qui va provoquer l'ovulation. Alors, le pic ovulatoire, il est bien encadré ici par un petit cercle jaune, et il y a le follicule qui va se transformer en corps jaune. Alors, cette phase lutéale, elle est caractérisée par une sécrétion très importante de la progestérone et également d'œstrogène. À la fin du cycle, il y a une chute brutale de l'estradiol et de la progestérone qui est responsable de la menstruation. Voilà les 4 phases. Donc, comme vous voyez, l'évolution de la sécrétion de la FSH, de la LH, de l'œstrogène et de la progestérone. Alors, c'est la menstruation maintenant. Alors, les règles sont composées d'un sang qui est fluide. Il est composé de globules rouges, du liquide, de l'œdème de l'endomètre et des fragments d'endomètre. La durée en moyenne du cycle menstruel est de 3 à 6 jours. L'abondance est de 50 à 100 cc. Et dans un cycle régulier, tous les 28 jours, ça revient. Mais le cycle peut varier entre 25 et 35 jours. Ce n'est pas pathologique. Même jusqu'à 21 jours, de 21 à 35, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, l'endomètre, lui aussi, va subir des transformations.
ces transformations, bien sûr, du début du cycle jusqu'à la fin, il y a le stade prolifératif, le stade intermédiaire qui correspond à la pente ovulaire et le stade sécrétoire qui correspond à la sécrétion de progestérone. Donc, 3 stades l'endomètre. Au début, il y a une phase proliférative, ensuite le stade d'ovulation et la deuxième phase, la phase sécrétoire, qui correspond à la sécrétion de la progestérone qui va entraîner une augmentation du tube glandulaire et, également la vascularisation de l'endomètre va entraîner des artérioles qui vont être spiralées. Alors, la glaire cervicale, comme je vous l'ai dit dans le cycle menstruel, elle aussi, elle subit des modifications au cours du cycle. Alors, au début du cycle, la glaire cervicale, sous l'effet des oestrogènes, elle augmente d'abondance, elle devient translucide et filante. Donc, cette glaire, elle est utile au transport et à l'entretien des spermatozoïdes. Donc, première phase folliculaire, il y a un fort climat d'œstrogène qui va entraîner une sécrétion abondante de glaire cervicale par les glandes endocervicales, dont le rôle de cette glaire, qui est translucide, qui n'est pas infectée généralement, à ne pas confondre avec le leucorrhée, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, c'est une glaire qui est physiologique. Elle sert au transport du spermatozoïde et à la nutrition. On appelle ça la capacitation. Alors, maintenant, on va passer à l'histoire de la contraception. Voilà, les créateurs de la pilule. Et ce n'est pas la peine que je vous parle des premiers auteurs, je vous parle de M. Gregory Pincus. C'est lui qui a découvert la pilule pour la première fois en 1955. Elle n'a pas été mise sur le marché, elle n'a été mise sur le marché mondial qu'en 1960. Alors, elle était interdite d'abord parce que beaucoup de pays étaient contre la contraception et même ils étaient punis. Quiconque qui fait une propagande de pilule ou qui fait la publicité de la pilule est condamné. Ce n'est qu'après, à partir de 1960, que la France a autorisé la contraception chez elle ainsi qu'en Amérique. Alors, dans l'histoire de la contraception, avant la pilule, il y avait 2 méthodes. Le coït interrompu, c'est-à-dire au moment de l'éjaculation, il y a un retrait, donc, ou bien le préservatif masculin. Ou bien, ça chez l'homme, c'est les seules méthodes avant la pilule qui existaient. Et puis après, chez la femme, à l'époque, comme méthode, on provoquait, on faisait l'avortement. Ce n'est pas une méthode contraceptive. Donc, c'est un peu un risque pour la femme de faire l'avortement. Ce n'est pas du tout une bonne méthode contraceptive. Ensuite, la pilule, quand elle est arrivée, maintenant, ça fait quand même, depuis 1960, vous voyez bien, ça fait 60 ans que la pilule, elle est là. Donc, elle a limité. Maintenant, nous ne voyons plus les infections du post-abortum, ni les décès suite aux avortements non sécurisés. Oui, oui. Alors, je vous donne un petit peu ce qui se passe en Algérie. Alors, la population algérienne en 2013 était de 37 900 000. Alors, vous voyez bien qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a 50% d'hommes et 40% de femmes. Nombre de médecins en 2013, 42 000 médecins. Nombre de gynécologues, 2 000.
Nombre de sages-femmes, 9000. Médecins par habitant, un médecin, 3 pour 1000 habitants. Nous ne sommes pas du tout dans les normes. Alors, les femmes en période d'activité génitale de 15 à 49 ans, elle est estimée à 10 millions à l'époque. Les femmes en période d'activité génitale, hein, à l'époque en 2013, 10 millions 500 000 femmes. L'âge du mariage à peu près était à peu près vers 32 ans, avec les études bien sûr. Et en 2012, nous avons eu 371 000 mariages. Et en 2013, nous avons eu 900, presque 1 million de naissances. Vous voyez un petit peu le problème qu'il faut pour recevoir toute cette population. On a eu 170 000 décès. Vous voyez le taux de croissance quand même qui est élevé. Alors maintenant, on a dit, ça suffit, il y a trop de... La population algérienne s'élève beaucoup. On va essayer un peu de limiter pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Et là, on a essayé de faire une politique de santé, de contraception. Alors, le premier planning familial qu'on a instauré en Algérie, c'était en 1967. Et ça a mal marché. La pilule, elle est mal actuellement entretenue. Il n'y a pas une bonne méthode contraceptive. Il y a en quelque sorte un abandon de la contraception. Allez. Quels sont les avantages de la planification familiale? Bien sûr, la contraception, c'est pour prévenir les risques maternels liés à la grossesse chez les femmes, réduire la mortalité maternelle, réduire les grossesses chez les adolescentes et bien sûr ralentir la croissance. Alors, je continue. La contraception hormonale. Alors, cette pilule, comme j'ai dit, elle est découverte au Mexique en 1951 par Miramontes. Et puis, elle est commercialisée aux États-Unis à partir de 1960. Elle est autorisée en France à partir de 1967. En Algérie aussi. Alors, quelles sont les méthodes contraceptives qu'on utilise en Algérie? Vous voyez bien que les femmes qui utilisent la contraception en Algérie sont de 61%, alors que le reste de la population n'utilise pas de contraception. Alors, quelles sont les méthodes utilisées en Algérie? Alors, nous avons les méthodes contraceptives pilules, 44%. Ensuite, il y a le stérilet, les préservatifs. D'autres utilisent l'allaitement. 6 allaitements par jour, ça peut être utile. Alors, si on pose la question aux femmes, qu'est-ce qu'elles choisiraient? Alors, la majorité des femmes, bien sûr, elles choisissent la pilule contraceptive orale, 32%. Et puis, les autres méthodes contraceptives, l'implant, le stérilet, stérilet normal, le patch, etc. Alors, les méthodes contraceptives. Alors, les méthodes naturelles. On dit qu'il faut utiliser n'importe quelle contraception. De toute façon, si on n'a pas les moyens, on a des possibilités. Alors, si on demande à la femme, qu'est-ce que vous voulez contraception? Généralement, la femme demande au médecin, docteur, donnez-moi la meilleure pilule, donnez-moi la meilleure contraception. Mais en fait, la meilleure contraception, elle est choisie par la femme. C'est la femme qui, après avoir utilisé plusieurs méthodes,
va opter pour une qui lui convient. Alors, quelles sont les méthodes dites naturelles qu'on a utilisées jusqu'à présent? Alors, c'est la méthode Ogino-Knaus, ou l'abstinence périodique, ou bien le retrait. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi la méthode Ogino-Knaus? Alors, la méthode Ogino, c'est tenir compte de la physiologie de la femme. C'est-à-dire qu'on sait que la contraception, plutôt l'ovulation, survient généralement vers le 14e jour. Mais ceci n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a des ovulations un peu précoces, il y a des ovulations tardives. Donc, si on fait une abstinence vers le 14e jour, il ne faut pas oublier que, et qu'on ait un rapport vers le 15e ou 16e jour, il arrive que la femme ovule vers le 15e jour ou 16e jour. Sans oublier que l'ovule reste en vie pendant 48 heures. 48 à 72 heures. Et que le spermatozoïde également reste en vie pendant 48 à 70 heures. Donc, si on veut faire une bonne contraception, il ne faut pas avoir de rapport 2 jours avant et 2 jours après. Mais malgré ça, il y a encore des échecs. Donc, la meilleure méthode, c'est de faire une abstinence au moins 4-5 jours avant et 4-5 jours après. C'est-à-dire faire une abstinence du 10e jour au 20e jour du cycle. C'est la méthode Ogino, l'abstinence périodique. Cette méthode-là comporte quand même un risque de grossesse de 32%. Donc, ce n'est pas à conseiller si une femme veut utiliser si une femme ne veut pas de grossesse, il ne faut pas utiliser cette méthode Ogino ou bien l'abstinence périodique. C'est très variable, l'ovulation est variable et la durée de vie du spermatozoïde et de l'ovule aussi est variable. Alors, il y a d'autres méthodes contraceptives, les moyens locaux. Alors, c'est des crèmes, des ovules ou des tampons spermicides qui sont utilisés en intravaginal et ces substances chimiques vont modifier la glaire cervicale, qui vont la rendre impropre à la montée des spermatozoïdes, qui va changer les pH et donc va immobiliser le spermatozoïde. C'est une méthode contraceptive, mais qui comporte elle aussi beaucoup d'échecs, des moyens locaux. Alors, ces méthodes-là, l'abstention et la pilule, plutôt les spermicides, on appelle ça les spermicides locaux, intravaginaux, comportent beaucoup de risques. Donc, la meilleure pilule, la meilleure façon d'éviter une grossesse quand elle n'est pas désirée, c'est la pilule. Alors, la pilule, il y a 2 types de pilules. Il y a la pilule combinée qui contient des oestrogènes et de la progestérone. Et il y a la pilule qui ne contient que de la progestérone. Donc, les deux hormones, les deux méthodes, les deux pilules, leur action se situe au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Ces deux pilules bloquent l'axe hypophyso-hypothalamo-ovarien et donc ils bloquent l'ovulation. Et voici les différentes pilules œstroprogestatives. De toute façon, elles existent sur le marché. Alors, comment agit la pilule combinée œstroprogestative? Il y a ce qu'on appelle les verrous, les fermetures du blocage de l'ovulation. Alors, première action, ils agissent sur l'ovulation. Ils s'opposent à l'ovulation. Donc, ils bloquent l'axe. Il n'y a pas de sécrétion de FSH, de LH. Et il n'y a pas donc d'action sur le follicule. Il n'y a pas de croissance folliculaire. Il n'y a pas d'ovulation. Deuxième action de la pilule, elle provoque une atrophie de l'endomètre. Donc, s'il y a une atrophie sur l'endomètre n'est plus apte
n'est plus apte à une nidation. Il empêche la nidation. L'endomètre n'est plus favorable à la nidation, donc ça va empêcher la grossesse. Et le troisième verrou, le troisième obstacle, c'est que la pilule, puisqu'il n'y a pas de sécrétion d'hormones suffisantes endogènes, donc il n'y a plus de sécrétion de glaire. Et la glaire, elle devient opaque, elle n'est pas abondante, elle n'est pas filante, donc elle s'oppose à la montée des spermatozoïdes. Donc la pilule a trois actions. Soit une action anti-ovulatoire, donc elle bloque l'ovulation, soit elle modifie l'endomètre, soit elle modifie la glaire cervicale. Et ces trois verrous peuvent donner une sécurité de 100% pour éviter une grossesse. Alors, voici la pilule combinée, œstroprostative, qui contient des oestrogènes et de la progestérone. Cette pilule, généralement, elle contient un œstrogène qui est synthétique, l'éthynylœstradiol, et elle contient la progestérone qui est variable. La progestérone, elle est variable. C'est pas, bon, l'œstrogène est toujours le même, c'est l'éthynylœstradiol, mais la progestérone, elle est variable à plusieurs oestrogènes, plutôt plusieurs progestatifs qui ont été utilisés. Et dans la pilule combinée, donc, elle diffère, il y a plusieurs pilules qui diffèrent en fonction du dosage de l'œstrogène et du dosage de la progestérone. Elle varie également en fonction du type de progestatif utilisé. C'est pour ça que nous avons une variété importante de pilules qui sont dosées à 50 gamma, à 30 gamma, à 20 gamma et même à 15 gamma d'œstrogène, ainsi que certaines qui diffèrent par des progestatifs qui sont, on a utilisé le lévonorgestrel, le norethistestérone, etc., etc. Il y a plusieurs progestatifs. Donc, la pilule combinée, je répète ce que je viens de dire tout à l'heure, elle bloque l'ovulation, elle empêche l'anidation de l'œuf, et elle empêche les spermatozoïdes de monter vers l'utérus. Donc, il y a des pilules monophasiques, biphasiques et triphasiques. C'est-à-dire quoi? Il y a des pilules qui sont dosées du début à la fin. Il y a 21 comprimés. Ils sont tous dosés, le même dosage d'œstrogène du début à la fin et le même dosage de progestérone du début à la fin. Les dosages biphasiques, elles copient un peu la physiologie. Il y a un dosage en première phase du cycle et un dosage différent en deuxième phase du cycle. Et la pilule triphasique, elle copie encore plus le cycle menstruel. Il y a un dosage en première phase jusqu'au 8e jour à peu près, un deuxième dosage différent entre le 8e et le 15e, et un troisième dosage différent donc en troisième phase. Vous comprenez très bien, donc c'est des modifications des dosages d'œstrogène et de progestérone en fonction de la période du cycle. On essaie un peu de mimer, de copier le cycle menstruel. Alors, il y a les pilules normodosées. Quand on dit pilules normodosées, ce sont les pilules qui sont à 30 gamma à peu près. Il y a la pilule mini-dosée ou bien faiblement dosée. Et il y a la pilule de troisième génération. Troisième génération, ce sont les pilules qui contiennent des progestatifs de synthèse très puissants. Donc, et puis, nous avons des pilules qui contiennent de l'acétate de cyprotérone. Ce sont des pilules un peu spéciales qui ont une action anti-androgénique, comme le dianthos 5 ou bien le jasmine. Donc, il y a plusieurs variétés de pilules qu'il faut adapter en fonction du profil de la femme. Si vous avez une femme obèse, hypertendue, il faut utiliser soit une pilule mini-dosée, soit
une pilule progestative qu'on va avoir tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes dans la pilule combinée. Voilà donc les différentes pilules. Alors, comment on prend la pilule? Il faut la commencer le premier jour des règles. Un comprimé par jour. Il ne faut pas oublier le comprimé du lendemain plus de 12 jours, sinon il n'y aura plus d'efficacité. Alors, nous avons des pilules à 21 comprimés. Ce sont généralement les pilules combinées œstroprogestatives. Et nous avons des pilules de 21 comprimés que la femme prend sans interruption et qui sont généralement les pilules microprogestatives. Donc, la pilule œstroprogestative de 21 comprimés, quand on commence pour la première fois, on commence le premier jour. On prend 21 jours. Si on a commencé le lundi, au bout de 21 comprimés, on arrête, on attend 7 jours et lundi prochain, on reprend un comprimé par jour pendant 21 jours. Si on oublie de prendre un comprimé, il ne faut pas dépasser 12 heures d'oubli, sinon l'efficacité n'est pas assurée. Il faut reprendre le comprimé oublié dans les 5, 6, 7 heures après. Sinon, il faut arrêter totalement et reprendre à zéro. D'accord? Par contre, les pilules à 28 comprimés progestatives, là, c'est sans arrêt, sans interruption, un comprimé après un autre. Et puis, le cycle est respecté, puisque généralement, les 7 derniers comprimés sont en effet beaucoup plus placebo. Allez. Quelles sont les contre-indications de la pilule œstroprogestative? COC, comprimé, contraception orale combinée, œstroprogestative. Alors, les maladies thromboemboliques. Vas-y, attendez les élèves. Au choix. Excusez-moi, attendez un peu. Hein. Allez, ma cache. شو يعني لا أنا بديش لكم شوفي بالهدي بارك لسا. Alors, quelles sont les contre-indications de la pilule œstroprogestative? Alors, bien sûr, les maladies thromboemboliques, parce que c'est une pilule qui est emboligène. Maladie thromboembolique, évitez la pilule, utilisez une autre méthode que nous allons voir tout à l'heure. Les maladies cardiovasculaires, je serai avis de cardiologue. Les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de l'utérus. Et bien sûr, les autres troubles métaboliques, dyslipidémie, diabète compliqué. Bien sûr, les femmes, c'est incompatible le tabac et la contraception. Donc, c'est un facteur de risque aggravant, le fait de fumer et de prendre la pilule. Et les affections hépatiques sévères. Elle arrête. Si la femme a oublié de prendre la pilule plus de 12 heures, l'effet n'est plus garanti, il vaut mieux arrêter, elle va avoir ses règles et elle reprend un autre cycle normal. Dès qu'elle a ses règles, le premier jour des règles, elle reprend. Les effets bénéfiques. Alors, la pilule, elle a des avantages. Elle diminue la douleur des règles, elle diminue la dysménorrhée. Il y aura moins de kystes fonctionnels de l'ovaire et elle diminue l'abondance des règles. Les effets de la pilule, en dehors, effets bénéfiques, en dehors, bien sûr, d'éviter la grossesse. Alors, quels sont les effets secondaires liés à la pilule œstrogénique, à l'éthynylœstradiol? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Les accidents thromboemboliques, bien sûr, veineux, artériels, l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, les mastodémies, etc. Ce sont des incidents qu'on peut retrouver lorsqu'on prend la pilule. Il faut faire très attention. Donc, quand on a ces effets, quand on découvre ces effets,
on doit arrêter la pilule et peut-être changer de méthode. Alors, voici les effets secondaires qui sont dus à l'éthylylestradol. Ils sont plus fréquents mais mineurs. Alors, on peut remarquer qu'il y a certaines femmes qui prennent cette pilule à base d'œstrogène, peuvent avoir des nausées, des céphalées, prise de poids, tension mammaire, irritabilité, dépression, jambes lourdes, etc. De toute façon, nous allons voir si Alors, quand on prend la pilule, comme je vous ai dit dans le cours, d'élocorée, alors ça peut donner une oligoménorrhée, ça peut donner une aménorrhée, la pilule, quand on prend la pilule. On peut avoir une aménorrhée post-pilule, on peut avoir une diminution des règles, ça peut modifier la libido, ça peut donner des candidoses, cloasma, irritation, etc. Mais c'est rare quand même, hein? Rare. Donc, ces effets secondaires mineurs peuvent empêcher la poursuite du traitement. Alors, si on prend en pourcentage, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on a fait des études statistiques sur les effets secondaires? 13% des femmes se plaignent d'une tension mammaire. Ça, cette tension mammaire, elle est provoquée par le dosage de la pilule. Donc là, il vaut mieux peut-être prendre une pilule un peu plus forte quand même, c'est l'inverse. Ou bien, généralement, ça peut arriver avec les micropilules, microprogestatives. Voilà les pourcentages. Nausées, vomissements, 23%, céphalée et prise de poids. Beaucoup de femmes se plaignent de la prise de poids lorsqu'elles prennent la pilule. Et là, c'est la pilule qui est mal adaptée à la personne. Donc, il faut peut-être changer de pilule, soit prendre une pilule mini-dosée, ou bien une pilule microprogestative, ou bien changer totalement de pilule, ne plus prendre une pilule hormonale, mais mécanique. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas une... Alors, les femmes qui prennent la pilule avant de se marier, avant de faire une grossesse, ce n'est pas du tout. C'est un simple blocage de l'ovulation et le cycle menstruel reprend juste après l'arrêt de la pilule. Donc, il n'y a aucun effet sur la fertilité. Alors, quels sont les progestatifs? Alors, j'ai dit que dans la pilule, toutes les pilules contiennent l'éthényl-estradiol, contiennent l'œstrogène. Et associé à l'œstrogène, il y a un progestatif. Alors, le progestatif, il y en a plusieurs. Et depuis le début de la pilule, le type de progestérone a été changé plusieurs fois. C'est pour ça qu'on dit pilule de première génération, pilule de deuxième génération, pilule de troisième génération et pilule de quatrième génération. Alors, ça veut dire quoi? Première génération, ce sont les pilules qui contiennent l'éthényl-estradiol et avec un progestatif ancien, les anciens progestatifs, la norépistérone, la norgestrione, la norgestriénone et le linestrénol. Ça, c'est les progestatifs de première génération qui n'existent plus actuellement. Par contre, maintenant, presque toutes les pilules contiennent un progestatif de deuxième génération, qui sont le norgestrel, toutes les pilules presque, et le levonorgestrel, presque toutes les pilules. Maintenant, il y a la pilule de troisième génération. Troisième génération, ça ne veut pas dire la plus moderne. C'est une pilule qui contient un progestatif de troisième génération qui sont généralement très puissants, qui est le désogestrel, le gestodène et le norgestimate. Alors, ces progestatifs sont très faiblement dosés, mais très puissants. L'inconvénient de cette troisième génération, elle est accusée de facteurs de risque exagérés de maladies thromboemboliques. Donc, c'est ça l'inconvénient. Il faut bien réfléchir avant de prescrire cette pilule. Prescrire cette pilule à des femmes sans facteur de risque du tout. Déjà, avec la deuxième génération, il y a des facteurs de risque. Alors, c'est quoi la pilule quatrième génération?
c'est la pilule qui contient les dérivés de la 17-hydroxyprogestérone ou bien les dérivés de la spironolactone. C'est le cas, par exemple, les dérivés de la 17-hydroxyprogestérone, c'est l'acétate de cyprotérone ou l'acétate de chlormadinone. Ces pilules, ce progestatif, il a une action anti-androgénique. Elle est intéressante de la donner dans le traitement de l'acné, surtout, ou bien, ouais, de l'acné, c'est bon, ou bien les rétentions hydriques aussi. Donc, on essaie de prescrire cette pilule. La même chose pour les dérivés de spironolactone, comme jasmine, qui a une action anti-androgénique aussi, et une action anti-cétostéroïde, donc une action anti-rétention, si tu veux, d'eau hydrique. Voilà les quatre pilules qui existent. La première, elle a disparu. Il reste les trois autres pilules que vous choisissez pour la prescription en fonction du profil de la femme. Si vous avez une femme qui se plaint, par exemple, d'acné, il est bon de lui prescrire soit jasmine, soit Diane 35. Alors ça, c'est les différentes pilules avec leur dosage en fonction du type de pilule. Alors, bon, ici, c'est pas la peine que je vous donne le nom commercial, mais ici, c'est la dose minimale du progestatif qui va inhiber l'ovulation. Comme par exemple le gestodène, il faut juste 0,04 mg pour inhiber l'ovulation. On peut le mettre sans problème. Alors, il y a des pilules qui ont, comme le Dynogest aussi, c'est un progestatif très puissant, qui a beaucoup plus une action anti-endométriose, Dynogest. La drospirénone, c'est beaucoup plus une action anti-androgénique. Donc, vous choisissez le type de pilule et le type de progestatif en fonction du profil de la femme. En même temps, vous avez une contraception et en même temps, vous avez un effet bénéfique sur la pathologie dont se plaint la malade, la patiente. Bon, alors, ici, on vous dit quels sont les types de progestatifs les plus utilisés. C'est le lévonorgestrel, 2G, LNG, lévonorgestrel, les norstéroïdes, ou bien les 3G, les troisième génération, gestodène. Alors, quand on associe un 3G, gestodène par exemple, avec un œstroprogestatif, et que là, on va diminuer l'effet des œstrogènes. En mettant un progestatif du type troisième génération gestodène, on peut diminuer. Donc, je répète, vous prescrivez la pilule en fonction du profil de la patiente. Alors maintenant, on passe à la pilule progestative. C'est-à-dire, ce sont des pilules, il n'y a pas d'œstrogène. Donc, si vous avez pas une cardiaque, une diabétique, une hypertendue, ou bien d'autres pathologies, il ne faut plus introduire un oestrogène. Il faut uniquement utiliser un progestatif, un microprogestatif. Alors, les microprogestatifs, il y en a qui inhibent l'ovulation, il y en a d'autres qui n'inhibent pas l'ovulation. Alors, donc, l'efficacité des microprogestatifs, la pilule progestative, son efficacité est inférieure à celle de la pilule combinée œstroprogestative. 100% pour la pilule œstroprogestative, 97% pour la pilule progestative. Alors, comment agit la pilule progestative? Elle peut inhiber, mais si elle n'inhibe pas l'ovulation, elle a une autre action. Elle va rendre la glaire cervicale épaisse.
et elle va entraîner une atrophie de l'endomètre. Donc, glaire cervicale épaisse, elle empêche le spermatozoïde de monter, et l'endomètre qui devient atrophique, donc il devient impropre à l'inondation. Alors, l'avantage de la pilule microprostative, elle a très peu de contre-indications. Alors, quels sont les inconvénients de cette pilule? C'est que elle peut donner des petits saignements au milieu du cycle, des spotting. Donc, la femme qui prend une microprostative, elle vous dit, docteur, au 14e jour du cycle, j'ai quelques gouttes de sang. C'est ça l'inconvénient. C'est pas grave. C'est pas des règles, mais quelques gouttes de sang. Il y a certaines qui vous disent même, j'ai beaucoup de sang. Donc, c'est un inconvénient. La pilule microprostative, elle peut donner des aménorrhées. Elle prend la pilule et vous dit, docteur, je n'ai pas eu mes règles depuis 6 mois, depuis que je prends la pilule. Et la pilule microprostative, elle est prise en continu, sans arrêt. Et donc, ça donne des aménorrhées post-pilule. Alors, l'inconvénient de cette pilule, c'est que le retard, si on oublie, il ne faut pas dépasser 3 heures. Donc, cette pilule doit être prise tous les jours à la même heure. À la même heure. Si vous la prenez tous les jours à 20 heures, c'est tous les jours à 20 heures. Vous avez le droit d'oublier jusqu'à 22 heures, 23 heures. Si vous dépassez 23 heures, l'efficacité n'est pas assurée et vous êtes obligé d'arrêter totalement, attendre les règles et recommencer une autre boîte. Méfiez-vous. Kawa. Hein? شو ما بالله les résidents. Excusez-moi les étudiants, hein, il y a toujours, on m'emmerde avec leurs problèmes de service. Oui. Plus fort? Y a-t-il une surveillance? C'est normal. Alors, quelqu'un a posé la question, il a dit, y a-t-il une surveillance quand on veut prendre la pilule? C'est normal. La pilule, elle est donnée à une femme qui est saine ou bien une femme qui est malade. Donc, c'est normal qu'il faut demander un bilan. Avant tout, vous savez que les oestrogènes sont hyperglycémiants. Donc, il faut connaître l'état métabolique de la femme avant. Les oestroprostatifs comportent un risque cardiaque et thromboembolique. Donc là, il faut explorer aussi et évaluer les risques thromboemboliques. La femme obèse, la femme diabétique, hypertendue, etc. Donc, un bilan métabolique, lipidique, doit être établi, bien sûr, et éliminer une pathologie hormonodépendante, telle que, par exemple, une femme qui a eu un cancer du sein hormonodépendant ou un cancer de l'endomètre, d'accord, ou bien un cancer de l'ovaire. L'ovaire, non, plutôt endomètre et sein. Là, il ne faut pas donner une pilule œstroprostative, vous pouvez donner une pilule microprostative. Microprostative. Hein. Et ça dépend encore si le cancer du sein a des récepteurs à la progestérone et aux oestrogènes. Donc, généralement, il faut faire un bilan et un bon interrogatoire. Hein. Oui? Oui, c'est une question très importante. Alors, les aménorrhées post-pilule, pourquoi la femme a une aménorrhée post-pilule? Premièrement, les pilules donnent des atrophies d'endomètre. Donc, c'est une cause. Mais la cause la plus importante, c'est que la pilule entraîne une hyperprolactinémie généralement. Une hyperprolactinémie. Et la prolactine inhibe l'axe, inhibe l'ovulation. Donc, c'est ce qui donne cette aménorrhée. Vous allez me dire, maintenant, comment je vais faire? La femme, elle prend la pilule, elle vient me voir, elle me dit, docteur, je n'ai pas eu mes règles. La conduite à tenir, la première des choses,
c'est d'éliminer une grossesse. Est-ce qu'elle n'a pas oublié chez les enceintes, etc. Donc, la conduite atténuée, la première des choses, éliminer une grossesse. Si la grossesse est éliminée, donc c'est une vraie aménorrhée post-pilule. Il ne faut rien faire. Abstention 3 à 6 mois. Ne faites rien. Seulement, il faut utiliser une autre méthode pendant cette période-là. Arrêter la pilule, bien sûr. Et faire une autre méthode contraceptive, soit l'abstention, soit le retrait, soit placer un stérilet qui n'est pas hormonal. Et attendre 3 à 6 mois. En général, le cycle reprend normalement. Et si la femme vous dit, docteur, j'ai besoin d'une grossesse, à ce moment-là, vous provoquez l'induction de l'ovulation par des inducteurs d'ovulation, citrate de clomifène. J'ai répondu à votre question, j'espère. Hein? Je continue. Alors, les pilules microprogestatives, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent le progestatif, soit le lévonorgestrel, soit le désogestrel. Alors, le lévonorgestrel, c'est un progestatif de deuxième génération et le désogestrel, c'est un progestatif de troisième génération. Comme vous voulez. Il y a plusieurs pilules, plusieurs marques, et vous choisissez. Alors, quelles sont, où c'est qu'on trouve cette pilule microprogestative? On peut la prescrire directement. Jasmine, Milliginon, il n'existe plus. Microginon. Ou bien, il y a aussi soit l'implant qu'on met dans l'avant-bras. L'implant, il contient de la progestérone. Ou bien le stérilet, le dispositif intra-utérin, DIU. Il y a les dispositifs intra-utérins inertes sans hormones. Et il y a les pilules, les stérilés avec pilules. Et les stérilés avec progestatif hormonal, comme il y a plusieurs stérilés à la progestérone. Il y a les stérilés au cuivre. Bon, celui-là, il n'est pas de la progestérone. Mais il y a les stérilés à la progestérone. Comme, j'ai oublié les noms, mais ce n'est pas important. Ensuite, à part les microprogestatifs, il y a les macroprogestatifs. Les macroprogestatifs, ils n'ont pas la même innocuité que les microprogestatifs. Ce sont des progestatifs puissants qui sont en fait beaucoup plus, ils ont d'autres actions qu'une méthode que plutôt contraceptive, comme l'orgamétril, comme le nomegestrol, l'uténide, mais ils ne sont pas utilisés généralement pour la contraception, c'est pour d'autres indications en comprimé, les macroprogestatifs. Il ne faut pas utiliser les macroprogestatifs comme méthode contraceptive. Et puis nous avons les progestatifs injectables. On appelle ça le Depo-Provera. Ce sont des injections intramusculaires qui sont faites tous les 3 mois. Donc c'est de la progestérone retard qui est injectée et qui a une injection tous les 3 mois. Alors, ces méthodes-là injectables, généralement, c'est pour les femmes indisciplinées qui oublient, ou bien les femmes débiles. Donc, il faut leur faire ces injections. C'est sûr qu'il n'y a pas de risque d'oubli. Voilà ce qui est pour pilules progestatives. Alors voilà, donc les progestatifs injectables, c'est une injection intramusculaire de progestérone tous les 3 mois. Elle inhibe l'ovulation, elle épaissit la glaire, et elle est efficace dans 99%. C'est le Depo-Provera, vous pouvez le prescrire. C'est un progestatif injectable. Là aussi, il faut faire un bilan lipidique, métabolique, cardiaque, avant de prescrire, et puis examen mammaire avant de prescrire une telle pilule.
Alors, les macroprogestatifs, c'est une méthode contraceptive pour éviter une grossesse. Alors, on peut utiliser les macroprogestatifs pour entraîner une atrophie de l'endomètre. Non, c'est pas marqué. Alors, les macroprogestatifs, c'est lorsqu'il y a des règles trop abondantes. Pour diminuer l'effet du saignement, on peut utiliser les macroprogestatifs pour diminuer le saignement. C'est ça un peu son efficacité. Sinon, vous utilisez une microprogestative. D'accord? Alors, on va passer maintenant à une autre méthode contraceptive qui est le stérilet, le DIU, dispositif intra-utérin. Le dispositif intra-utérin en cuivre, nous avons plusieurs dispositifs intra-utérins, le stérilet. Il y a les stérilets inertes, qui sont en plastique, qui ne sécrètent rien. Et nous avons les stérilets hormonaux, qui sécrètent l'hormone, qui est généralement la progestérone, qui a une action qui épaissit la glaire cervicale, réduit l'épaisseur de l'endomètre. Voilà les deux verrous, mais il n'imite pas l'ovulation. Et nous avons le dispositif en cuivre, le DI en cuivre, décuivré, etc. Il détruit les spermatozoïdes et agit sur l'implantation, puisqu'il rend l'endomètre impropre à l'anidation. Il a une action beaucoup plus inflammatoire, donc par une libération de prostaglandine, ce qui rend généralement l'endomètre impropre à l'anidation. Voilà, les stérilés. Il y a trois types de stérilés. Il y a le stérilet inerte, 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 qui ne sécrète rien, qui a une action uniquement inflammatoire, qui rend l'endomètre impropre à l'anidation. Nous avons le stérilet au cuivre, qui sécrète des ions Cu++, qui va détruire les spermatozoïdes et qui a une action inflammatoire sur l'endomètre. Et nous avons le stérilet à la progestérone, le dispositif intra-utérin hormonal, comme tout à l'heure je l'avais oublié, c'est le Mirena. C'est un stérilet qui contient de la progestérone qu'on met dans l'utérus. Donc, il réduit l'importance du saignement et en même temps, il a une action inflammatoire qui phagocyte les spermatozoïdes et en même temps une action qui rend l'endomètre impropre à l'anidation. Voici les trois types de stérilés. Alors, avant de passer à l'implantant, alors je vous dis un peu c'est quoi en fait le stérilet. Ouais. Le plus efficace que la pilule, c'est à peu près la même chose. Mais si on n'a pas, c'est la même chose. Mais si on n'a pas, s'il y a des contre-indications à la pilule ou aux hormones, il faut utiliser le DIU. D'accord. Alors, contre-indication du stérilet. Alors, les contre-indications du stérilet, la première des choses, le stérilet, on le place dans une cavité utérine. Quand on le place dans une cavité utérine, il faut que la cavité soit normale. Si elle est anormale, c'est-à-dire lorsque l'utérus est hypoplasique, trop petit, il risque d'être expulsé. Lorsque l'utérus contient des fibromes, il va être expulsé. Lorsque l'utérus est mal formé, utérus unicorne ou bicorne, ou cloisonné, il risque d'être expulsé et inefficace. Donc, la première contre-indication, ce sont les utérus mal formés. D'accord? Voilà. La deuxième contre-indication, ce sont les contre-indications d'ordre général, les cardiopathies valvulaires. Lorsqu'on a une cardiopathie valvulaire, le risque infectieux est élevé. Donc, paraît-il, il y a un risque, un corps étranger intra-utérin risque de faire une dissémination de germes à éviter. Alors, il faut éviter le stérilet chez les femmes
qui sont sous anticoagulants parce qu'ils risquent d'augmenter l'hémorragie. Les femmes qui sont sous corticoïdes au long cours également parce qu'il y a un risque infectieux. Alors, bien sûr, on ne place pas un stérilet sur une grossesse. Donc, contre-indication, c'est la grossesse. Nullipare. Alors, il n'y a pas de contre-indication chez la femme nullipare qui n'a jamais enfanté, mais le stérilet provoque généralement une inflammation endométriale qui va s'opposer à la nidation. Donc, on a peur d'un risque infectieux qui est minime, qui est théorique. Mais en général, non. On peut le placer chez la nullipare, mais vu le risque infectieux qui est surélevé par rapport, alors on préfère le laisser aux femmes qui ont assuré déjà leur grossesse, qui ont un enfant ou deux. Mais on peut le placer chez la nullipare. Alors, les stérilés, ils ont une action. Il y a des stérilés qui sont à 3 ans, il y en a des stérilés à 5 ans. Ça dépend du fabricant. D'accord? A-t-il? L'anémie. L'anémie. Oui, parce que le stérilet, généralement, augmente la durée du saignement. Il peut entraîner des hémorragies. Pour cela, on peut placer un stérilet à la progestérone, Mirena. Il va diminuer. Donc, l'anémie n'est plus une contre-indication. Mais par contre, un stérilet inerte ou au cuivre, il va entraîner un allongement de la période de saignement, ce qui peut peut-être aggraver l'anémie. Alors, oui? Par voie haute. Vous êtes malade. Comment par voie haute? Jamais. Après l'accouchement normal? Non. Non, non. Ni après césarienne, ni après. Attention, c'est une question QCM, celle-là. Hein? Attention. Donc, le stérilet, on ne peut pas le placer après. Je vais vous le dire tout à l'heure, je ne suis pas encore arrivé. Le stérilet, on ne peut pas le placer après un accouchement parce que le col est ouvert, l'utérus est gros, il va tomber tout de suite. Jamais. Le stérilet, il ne peut être placé soit dans la semaine qui suit l'avortement, avortement précoce, ou bien dans les 6 à 8 semaines après un accouchement, 6 à 8 semaines après le retour de couche. Mais jamais, c'est une bêtise monumentale de dire qu'on le place. Donc, après l'accouchement, c'est 6 à 8 semaines après le retour de couche. Et sinon, après un avortement, on peut le placer soit immédiatement, ça dépend de l'âge de la grossesse à qui on a fait l'avortement. Soit 6, soit immédiatement, soit une semaine, 10 jours, 15 jours après. Mais jamais après un accouchement. Il ne lit pas, c'est le désir, ce sont le désir de la patiente. C'est le désir. Généralement, c'est les femmes qui ne sont pas responsables, les débiles, les malades irresponsables, débiles, mentaux. On peut leur placer un stérilet pour éviter des grossesses parce qu'elles ne savent pas des choses qu'elles font. Allez, alors, quelles sont les contre-indications gynécologiques? Alors, généralement, j'ai dit qu'il faut éviter le stérilet chez la femme qui a un utérus mal formé, un utérus polyfibromateux, donc malformation utérine, l'utérus polyfibromateux. Maintenant, le stérilet chez la femme qui a un utérus cicatriciel, on peut le placer. On peut placer un utérus, une femme qui a un utérus uni ou bicicatriciel, mais il faut savoir le placer avec précaution, bien sûr, mais il n'y a pas aucun risque. D'accord? Alors, maintenant, est-ce qu'on peut placer un stérilet chez la diabétique? Vous savez, c'est un corps étranger qu'on met dans l'utérus. Il y a certainement un risque infectieux, mais on ne place jamais un stérilet chez une femme qui a une infection génitale. Donc, on le place sur un utérus qui est sain,
qui est propre, chez qui on a bien vérifié l'intégrité. Voilà pour le stérilet. Je crois qu'on a fait le tour des contre-indications. Si je n'ai pas oublié. De coup, jamais. Allez, quels sont les dispositifs intra-utérins que nous connaissons? Il y a le dispositif en cuivre, il y a d'abord le stérilet inerte, le DI en cuivre et le DI hormonal. Mirena, par exemple, les hormonales, ce sont des stérilets qui contiennent de la progestérone. Et nous passons à un troisième type de stérilet, l'implanon. L'implanon, lui aussi, c'est un implant qu'on place dans l'avant-bras, non, pardon, dans le bras, qui contient de la progestérone. Et il contient de l'étonorgestrel, qui est à peu près un microprogestatif. On peut l'utiliser en cas d'allaitement. L'indice de Pearl, c'est quoi? C'est le risque de grossesse. Vous écrivez, c'est quoi l'indice de Pearl? C'est le nombre de grossesses accidentelles multiplié par 1200 divisé par le nombre de mois d'exposition. L'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses accidentelles multiplié par 1200 divisé par le nombre de mois d'exposition. Si je vous prends 10 femmes que vous avez mises sous pilule, sous contraception X, pendant une année, dix femmes que vous avez mis sous pilule, sous contraception pendant une année. Et sur les 10 femmes, au bout d'une année, il y a 2 femmes qui reviennent et vous disent, docteur, je suis enceinte. Calculez l'indice de Pearl. Nombre de grossesses accidentelles multiplié par 1200 divisé par le nombre de mois d'exposition. 200. Hein? Comment ils ont calculé? Comment ils ont calculé? Alors, vous allez refaire la question. Alors, le nombre de grossesses accidentelles, c'est 2. Multiplié par 1200, ça fait 2400. Divisé par le nombre de mois d'exposition. Quel est le nombre de mois? Hein? 12. Il y a 10 femmes, ça fait 120. Hein? 120. Donc, ça fait 2400 divisé par 120. 20. Donc, on a trouvé l'indice de Pearl 20% en femmes. Vous avez compris? Vous avez compris? Goulouli, oui. Répondez-moi oui. Ils n'ont pas répondu. Ils ont répondu? Très bien. Donc, Kit Goulou, quand on dit, comme ici dans la phrase, l'indice de Pearl est voisin de 0. Qu'est-ce que ça veut dire l'indice de Pearl? Alors, je vais vous dire. Lorsque l'indice de Pearl est inférieur à 2,
on dit que la méthode est bonne lorsqu'elle est entre 2 et 8. On dit qu'elle n'est pas efficace. D'accord? On dit qu'elle est moyenne. Entre 2 et 8, c'est moyen. Et supérieur à 8, on dit qu'elle n'est pas efficace du tout. Il ne faut pas l'utiliser. Donc, vous voyez ici que l'implanant a un indice de Pearl qui est de 0. Donc, il est très efficace. Vous avez compris? Là, quand je vous ai donné la méthode contraceptive sur 10 femmes, 2 sont revenues enceintes au bout d'une année. Donc, 2 multiplié par 1200, 2400, divisé par le nombre de mois d'exposition. Chaque femme a 12 mois d'exposition. Donc, 10 femmes, ça fait 120 mois. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de mois d'exposition. Et vous avez trouvé 20. 20, donc c'est une méthode, le cas clinique, c'est une méthode très très mauvaise. Donc, tout à l'heure j'ai dit c'est un QCM, le moment de la pose du stérilet, qui goûte comme c'est un cas clinique. Hein? Très bien. Alors, l'indice de Pearl va vers 0 dans l'implantant. Je vais vous le montrer. Il peut également être responsable de spotting. Lui aussi, c'est comme les microprostatives. La femme va se plaindre de spotting, de petits saignements et d'aménorrhée. Alors, cette méthode, on la donne généralement aux femmes qui ne supportent pas de prendre tous les jours la pilule, qui oublient, etc. On leur propose l'implant. Alors, l'implant, de préférence, il faut l'éviter chez la femme très obèse. La durée d'action est de 3 ans, l'efficacité, mais chez la femme obèse, il peut être réduit à 2 ans. Alors, voici l'implant. Comment on le met? Voilà. Alors, il y a le noyau, 2 mm d'épaisseur. Vous voyez? Et puis, voilà où on le met. D'accord? On le place ici, en sous-cutané, sous la peau. On l'injecte, on le met sur une petite barrette, comme la moitié d'une allumette. Alors, de préférence, dans le biceps ou le triceps, entre le biceps et le triceps, c'est facile, sous la peau. Il y a un dispositif pour le mettre en place. Il faut faire attention, c'est facile à placer. Donc, c'est la moitié d'une allumette à peu près pour le placer. Et on le laisse généralement 3 ans chez la femme normale. Chez la femme obèse, l'efficacité diminue, donc il vaut mieux le changer en 2 ans. Vous avez compris? Allez, hein? Concernant? Hein? Combien de temps? Alors, c'est ce qu'on appelle la question, la contraception dans le postpartum. Après l'accouchement, combien de temps on va prendre la pilule? Alors, cette question n'est pas tranchée. Généralement, après l'accouchement, il y a une élévation de la prolactine. Donc, généralement, il y a une inhibition de l'axe. Et le cycle hormonal ne commence à reprendre qu'à partir du 25e jour. Et puis, deuxièmement, la femme enceinte, le postpartum, est une période à risque de maladie thromboembolique. Donc, je mets une pilule, j'ai peur de faire une thrombose veineuse profonde. Je ne mets pas de pilule, elle peut tomber enceinte. Donc, et j'ai dit que l'ovulation, le cycle hormonal, reprend à peu près à partir du 20-25e jour, après la chute de la prolactine. Donc, généralement, on peut commencer la pilule microprogestative, ou bien l'implanant. On peut les placer
dans le postpartum immédiat, le lendemain ou 2 jours après. Sinon, si c'est la pilule qu'il faut prendre, on peut la commencer vers le 15e, 20e jour. Microprogestatif, jamais œstroprogestatif. D'accord? Voilà, est-ce qu'il y a... Et puis on va passer aux autres méthodes. Les autres méthodes barrières, nous avons les préservatifs. Vous connaissez les condoms. Vous connaissez? Très bien. Donc les préservatifs, il faut les placer avant le rapport, c'est normal. Ou bien les spermicides, ce sont des substances chimiques que la femme met dans le vagin, c'est en forme d'ovule. Donc il faut les placer 10 minutes à un quart d'heure avant le rapport. Le temps d'inhiber la glaire, le temps de modifier le pH vaginal et pouvoir avoir des rapports. Ou bien, il y a les diaphragmes et les capes vaginales. Ce sont des cupules que la femme met dans le vagin pour éviter le contact des spermatozoïdes avec le col. Vous avez compris? Maintenant, il y a la contraception d'urgence. Alors, la contraception d'urgence, moi, je ne l'aime pas. Parce que la femme ne prend pas de pilule. Et puis, par hasard, elle a un rapport sexuel la période de fécondation, elle peut tomber enceinte. Ça, c'est une bêtise. Ça n'existe pas. Il ne faut pas l'utiliser. Mais comme elle est souvent, cette situation est fréquente, comment on fait? C'est quoi la contraception d'urgence? Supposez que vous avez une femme qui était au 13e jour hier et qui vient vous dire ce matin, docteur, j'ai eu un rapport hier, je suis maintenant au 14e jour. C'est un rapport qui risque d'être fécondant et moi, je n'ai pas envie de cette grossesse. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Eh bien, vous allez lui dire, va te faire foutre. Il fallait prendre la pilule. Eh bien, bon, des fois, on est gentil, on le répond. Donc, cette situation arrive lorsque la femme a oublié la pilule. Soit le préservatif s'est déchiré, soit elle fait des rapports sans pilule et elle vient vous voir. Alors, il y a, ça c'est de la publicité, bien sûr. Alors, vous pouvez prescrire une pilule œstroprogestative. Vous prenez n'importe quelle pilule et vous lui dites de prendre pendant 3 jours. Pendant 3 jours, cette pilule, 2 comprimés aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, les comprimés que vous avez donnés vont entraîner une modification de l'endomètre. Et donc, probablement, ça va empêcher la nidation. C'est ça l'effet. Sinon, ça peut ne pas tenir. Ou bien ce Norlevo spécial qui contient 1,5 d'un progestatif de 2e génération. Norlevo. Donc, vous prenez un comprimé chaque jour, là, un comprimé unique. Ça va modifier la glaire, ça va modifier la muqueuse endométrielle et elle va empêcher la nidation. Hein? Elle est faible, attention, il y a un taux d'échec quand même qui est de à peu près 2 à 3%. L'indice de Pearl, il est à peu près de plus de 2. Efficacité de différentes méthodes, on va les voir. Voici les différentes méthodes. Alors, en général, toutes les méthodes sont en 99. Vous voyez un peu? Alors, vous avez le dispositif intra-utérin, c'est 99,8. L'implant, c'est 99,9, durée 3 ans.
Le stérilet au cuivre, 99,4. Les contraceptifs injectables, 99,7. L'anneau vaginal, 99,7. Vous savez, finalement, ils sont tous à 99, sauf la méthode Ogino, c'est à l'abstention, qui comporte 32%. J'ai répondu à votre question. Le dispositif intra-utérin, les contraceptifs injectables, l'anneau vaginal, la pilule 99,7, diaphragme, préservatif masculin 98, cap cervical 91. Vous avez le tableau, hein? Les meilleurs moyens contraceptifs. C'est la pilule œstroprostative. Parce que la nullipare, généralement, quand on est vierge, on ne peut pas placer un stérilet. Mais comme généralement, hein, mais ce n'est pas vrai, mais un stérilet, on peut le placer chez la nullipare. Mais si maintenant j'ai peur de faire une infection, une salpingite après par 5 corps étrangers quand même, bon, la meilleure c'est la pilule. Pilule aussi bien combinée que microprostative, les deux. Hein. Ouais. Hein? Après 6 mois de quoi? Après l'accouchement, 6 mois. Elle n'a pas posé bien la question. Elle peut le poser. D'accord? Je continue. Alors, cas clinique. Madame, 34 ans, 4e geste, 3e part, elle ne fume pas, un IMC à 21. Un IMC à 21, ça veut dire que c'est correct. Hein? IMC à 21. Question? Alors, cas clinique, maintenant les questions. Alors, sans facteur de risque cardiovasculaire présente aucune contre-indication à la contraception orale combinée. Consulte, la femme signale qu'elle était sous pilule œstroprostative et qu'elle n'a pas pu la tolérer. Céphalée, tension mammaire et saut d'humeur. Cette femme a dû passer d'une contraception orale normodosée à celle mini-dosée. Avec différents types de sans amélioration de son état. Elle désire une contraception orale moins d'effets secondaires. Que lui proposez-vous? Aya. Alors, il y a des questions? Audi? IMC, وش قالوا؟ Hein? Poids idéal, oui, si tu veux. C'est-à-dire que c'est une femme qui prend la pilule œstroprostative, normodosée, en œstrogène, et puis avec différents types de prostatifs. C'est-à-dire la femme se plaint toujours des signes d'intolérance, céphalée, tension mammaire et saut d'humeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui proposer? Alors, il faut lui proposer une pilule ultra mini-dosée. Quand on donne une pilule ultra mini-dosée, on risque de ne pas avoir une efficacité sur l'inhibition de l'ovulation. Par contre, le prostatif qu'on a associé à cette pilule MINES, c'est qu'il est très puissant, le gestodène. Donc, on a mis un prostatif de 3e génération et on a diminué l'œstrogène le plus bas possible. Et là, les effets secondaires vont certainement disparaître. Donc, il faut diminuer au maximum les œstrogènes. Allez, les enfants, on va passer aux tumeurs de l'ovaire peut-être. Quelles questions vous... C'est bon, terminé? Il n'y a pas de questions?
Alors, qui c'est qui a posé cette question? C'est un homme ou une femme? Une fille? Cosma? Ben non, ma fille. Il n'y a pas de contraception naturelle. Attention. N'écoutez pas les charlatans. Qui va? Oui, on peut. Le DU peut-être. Mais l'implant aussi, oui, on peut l'implant aussi, puisqu'il contient de désogestérel troisième génération. On peut. Une perte ou là, une prise? Non, perte de poids, non. C'est beaucoup plus une prise de poids. C'est pour ça que lorsqu'on prend la pilule, il faut faire du sport. Ah non, je l'ai déjà dit. Un bilan lipidique et métabolique.